Oui, je sais ce que vous pensez. Enfin Max, tu veux nous faire un cours sur un solo et tu choisis Nirvana? C'est vrai. Kurt Cobain n'était pas connu comme étant le plus grand soliste de tous les temps, j'avoue. Il n'était même pas connu comme étant un grand soliste tout court. Hein. Il n'était même pas grand, il faisait 1m75 au bonhomme, j'ai 2 cm de plus que lui. Mais moi je pense, sans aucune ironie, que le solo de Smells Like Teen Spirit, c'est un des meilleurs solos que vous pouvez apprendre si vous débutez en guitare électrique. Il est relativement accessible techniquement, il y a une petite paire de bends comme difficulté, mais je vous montrerai comment on peut s'en passer si vous n'avez pas encore appris ça. Mais surtout, il est super intéressant à décortiquer et à analyser parce qu'il est rempli de choses super cool et de leçons que vous pouvez tirer pour plus tard les intégrer dans vos solos que vous improviserez ou que vous composerez. Du coup, bonjour à tous et bienvenue sur T4A, moi c'est Max, et aujourd'hui on va apprendre ensemble le solo de Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Avant de commencer, je vous rappelle que comme d'habitude, tout le contenu de support de ce cours, c'est-à-dire la tablature au format Guitar Pro, PDF, et aussi la petite backing track que je vais utiliser aujourd'hui, sont disponibles dans un lien dans la description. Vous y trouverez aussi un petit lien pour des cours de guitare que je donne en visio, si jamais vous avez besoin d'un accompagnement un petit peu plus personnalisé. Avant de se lancer dans le solo, mon premier conseil, c'est d'aller l'écouter. Je vous mettrai un petit lien quelque part vers le solo, je peux pas vous le passer là parce que sinon YouTube sera pas content, mais allez-y, écoutez-le plusieurs fois de suite, mettez-le vous bien en tête, ça va grandement vous faciliter l'apprentissage si vous savez comment ça va sonner. Si vous l'écoutez ou si vous regardez la tablature, vous constaterez une première chose intéressante, c'est que le solo il se répète beaucoup. On a en gros deux sections, on va dire la section A et la section B. La section A elle est jouée 2 fois de suite, exactement identique, et la section B elle est jouée pas moins de 4 fois de suite. Ça c'est vrai dans la version studio, pas dans la version clip où ils ont raccourci un peu le solo. Ce que vous ne constaterez pas par contre en regardant juste la tablature, mais plutôt en écoutant le solo, c'est que la mélodie qui est jouée, le petit... c'est exactement la même mélodie que la ligne de chant que Kurt chante pendant tout le reste du morceau. Et ça, c'est la première leçon qu'on peut tirer de ce solo. Si vous avez une mélodie qui sonne bien, qui claque comme ça, réutilisez-la. On n'a pas peur du recyclage en musique. Si ça sonne bien une fois, ça sonnera probablement très bien une deuxième fois également. Rentrons dans le vif du sujet et regardons la première phrase qu'on va jouer qui contient juste 4 notes. On va commencer par jouer la case 5, corde de sol, avec le majeur, la case 4, corde de si, avec l'index, et la case 6, corde de si, avec l'annulaire. Et pour la dernière note, on va devoir revenir chercher la case 1, corde de sol, qui est assez loin. N'essayez pas de faire le grand écart, ça passera pas. Ce qu'on veut faire, c'est après avoir gratté cette case 6, c'est glisser jusqu'à ce qu'on puisse jouer notre case 1, corde de sol, avec l'index. En termes de rythme, on commence sur le deuxième temps, on va faire le 2 et après on reste à contre-temps. Donc on va jouer le et du 3 et le et du 4. Ce qui nous fait 1 et 2 et 3 et 4 et... Après ça, on arrive sur notre deuxième phrase qui contient notre première vraie difficulté, le bend. Alors je vous montre comment on le fait avec le bend d'abord et je vous montrerai comment on peut s'en passer si vous avez un peu trop de difficulté avec ça. On commence en case 4, corde de si avec l'annulaire. On va rejouer cette case 4, on va bender de presque un ton. Je reviens un petit peu juste après sur qu'est-ce que ça veut dire, presque un ton. Et ensuite on redescend sur la case 4 sans regratter, puis on vient jouer la case 2, corde de si, et on décale notre index en case 1, corde de si, pour finir la phrase. Donc je répète, case 4, je regratte, je bend d'un presque un ton, je descends, case 2, case 1. Au niveau du rythme, c'est un peu flou parce que le bend que Kurt Cobain fait n'est pas super précis dans son timing. Donc on va avoir le 2 sur la case 4, le et du 2 sur la case 4 à nouveau, puis ensuite on va bender aux alentours du 3, et on redescend sur le et du 3, avant de finir sur le 4 et. Donc ça nous fait 1 et 2 et 3 et 4 et. Le bend en lui-même, il est aussi un petit peu faux. Normalement, un bend, c'est souvent un bend d'un demi-ton, c'est-à-dire qu'on va viser une note qui est un demi-ton au-dessus, ou alors un bend d'un ton qui est situé un ton au-dessus. Mais ce que Kurt Cobain fait, c'est qu'il fait pas vraiment ni l'un ni l'autre, il fait un peu entre les deux. On écrit souvent ça sous la forme d'un bend de 3/4 de ton, mais en fait c'est juste un bend d'un ton mais un peu mou. Comme si vous aviez la flemme de le jouer jusqu'au bout. Si vous galérez un petit peu avec les bends, laissez-moi vous montrer comment on peut s'en passer. Parce que quand on fait des bends, on fait quand même des vraies notes, même si elles sont très liées comme ça. Du coup, ce qu'on peut faire à la place, c'est jouer les vraies notes sur le manche. Dans ce cas-là, ce que je ferais, ce serait je joue la case 4, puis je la regratte une deuxième fois et je fais un slide vers la case 6. Beaucoup plus facile à faire qu'un bend. Et après, je refais un slide de la case 6 à case 4 pour redescendre mon bend, entre guillemets, et ensuite case 2, case 1 pour finir. Ce qui me ferait quelque chose comme 1 et 2 et 3 et 4 et...
Ça sera pas exactement le même rendu, mais ça sera globalement la même mélodie, et du coup ça posera absolument pas de problème si vous jouez ça à la place du bend. Et honnêtement, moi je préfère quelqu'un qui le joue comme ça, que quelqu'un qui essaie de faire un bend et qui se foire complètement. Passons maintenant à la phrase suivante, beaucoup plus facile, puisqu'elle contient 4 notes, et pas de bend cette fois-ci. On est en case 2 de la corde de Si avec le majeur, case 1 de la corde de Si avec l'index, case 3 de la corde de Sol avec l'annulaire, et case 1 de la corde de Sol avec l'index. Au niveau du rythme, on revient sur le même rythme qu'on avait dans la première phrase, c'est-à-dire le 2 croches et après en contre-temps. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et... Passons directement à la phrase suivante qui contient à nouveau un bend. On est ici en case 3, corde de Sol. On refait un bend de presque un ton à nouveau. Puis ensuite on redescend le bend, case 1, corde de Sol, et on finit avec la corde de Sol à vide. Donc là le bend marche exactement de la même façon que le bend précédent. On gratte sur le 2, on regratte sur le Et du 2, on monte de presque un ton sur le 3, on redescend sur le Et du 3, ensuite on joue la fin de la phrase. À nouveau, si vous avez des difficultés avec le bend, d'autant plus que celui-ci est un petit peu plus difficile que le précédent, vous pouvez le remplacer par un slide. Mais je vous laisserai réfléchir et trouver par vous-même quel slide faire à la place de ce bend. Si vous avez un petit doute, laissez un petit commentaire, je vous confirmerai si vous avez raison ou pas. Et ça conclut la première section de notre solo, qui je vous rappelle sera joué 2 fois. Laissez-moi vous montrer comment ça sonne quand on le joue, enchaîné, à un tempo un peu plus lent que l'original. Et au tempo original, qui au passage se situe entre 110 et 120 suivant les versions, ça donne ceci. Ça, c'est donc le plus gros du solo, et c'est là qu'il y a le plus de difficultés. Vous allez voir, si vous arrivez à faire ça, vous n'aurez aucune difficulté sur le reste. Mais avant de passer à la fin du solo, restons un petit peu sur cette phrase et parlons un petit peu de comment elle est construite. Je vous l'ai dit, ce solo est très intéressant à analyser, mais on va pas parler d'analyse harmonique en parlant de notes et tout ça, parce que ça demande des notions théoriques peut-être un petit peu trop avancées pour vous pour l'instant. Vous pourrez toujours revenir dessus plus tard. Mais nous, on va regarder un truc encore plus élémentaire que n'importe qui peut comprendre et analyser sans même connaître quoi que ce soit en théorie musicale. Et il s'agit de la forme des phrases. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, prenons la première phrase qu'on joue. Sans même penser aux notes, là, on entend clairement qu'il y a un mouvement qui monte d'abord, avant de redescendre de façon assez abrupte en plus. Hein. Bon, ça c'est le début. Deuxième phrase, elle fait quoi? Un peu la même chose, elle monte, avec un peu de difficulté d'ailleurs à cause du bend, avant de redescendre. Troisième phrase, on descend, et quatrième phrase, comme la deuxième, on monte légèrement et on redescend jusqu'à la fin. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant à analyser, parce que la forme des phrases va avoir un gros impact sur le ressenti qu'on a pendant le solo. Si vous écoutez beaucoup de morceaux rock, vous verrez qu'on a plutôt tendance à avoir des phrases qui sont montantes, des trucs qui vont plutôt exploser. Ça, c'est parce que le rock, c'est généralement une musique très énergique, et on veut un truc qui en balance plein, en fait. Mais Nirvana, c'est pas du rock, c'est du grunge. Ça a un côté beaucoup plus lancinant, beaucoup plus morose, beaucoup plus dépressif. Et du coup, ça se ressent dans ces mélodies qui, au lieu d'être montantes, énergiques et qui balancent plein, sont plutôt à retomber un peu. Presque molles. Et ça contribue énormément au son de Nirvana. Et c'est quelque chose que vous entendrez dans plein de leurs morceaux et dans d'autres morceaux grunge qui existent. Ça, c'est donc la deuxième leçon qu'on peut retenir de ce solo. Avant même de parler de notes, d'accords, d'harmonie et tout ça, la forme mélodique va avoir un gros impact sur le ressenti de votre musique. Et moi, personnellement, je vous encourage à aller écouter vos solos préférés et analyser un petit peu ces formes mélodiques. Est-ce qu'il s'agit de phrases qui montent, de phrases qui descendent, de phrases qui font le grand 8, ou qui font des gros sauts comme ça? Allez écouter un petit peu tout ça. Je vous assure que c'est super intéressant.
On peut maintenant s'attaquer à la dernière phase du solo qui est composée d'une seule phrase répétée 4 fois de suite et vous allez voir qu'elle est extrêmement simple. On joue d'abord la case 1, corde de sol, puis la corde de sol à vide. Puis la corde de sol en case 1, puis la corde de sol à vide, puis la corde de sol en case 1, puis la corde de sol à vide. Et après la corde de sol en case 1, corde de sol à vide, qu'on répète à nouveau, et on finit sur la case 3, corde de ré. Donc pour résumer, ça fait 1-0 une première fois, 1-0 une deuxième fois, 1-0 une troisième fois, et après 1-0-0-3 sur la corde de ré. Le rythme va être très important dans cette phrase, puisqu'il n'y a pas beaucoup de notes différentes. Du coup, on va commencer sur le temps 2 de la note mesure, avec 2 croches, donc 2 et. On va tenir cette croche, on va réattaquer sur le 4 et, qu'on tient à nouveau, puis ensuite on réattaque sur le 2 et là cette fois-ci on va changer un petit peu, puisqu'on va réattaquer sur le et du 3 et faire 4 et on finit sur le 1. Et on recommence la phrase, 2 et, 3 et, 4 et, 1 et, 2 et, 3 et, 4 et, 1. Le truc intéressant là, c'est qu'on a une petite phrase très courte de 2 notes en fait. Comme ça, qui est jouée sur 2 croches, et qui est répétée plusieurs fois. Mais à chaque fois, on la commence à un moment différent. Surtout à la fin, on l'attaque cette fois-ci sur un « et », sur le « et » du 3, pour pouvoir finir la phrase sur le temps 1. Et moi, je trouve que ce décalage rythmique permanent et cette répétition contribuent encore une fois beaucoup à ce côté lancinant qu'on avait déjà dans la première partie du solo. Sauf que dans la première partie du solo, c'était exprimé par une forme mélodique plutôt descendante, continuellement descendante, alors que là, on est plus sur de la répétition qui se décale. Et ça, c'est donc la troisième leçon qu'on peut retenir de ce solo. Le rythme peut aussi servir à transmettre des émotions. Laissez-moi vous prouver ça en vous jouant la phrase sur la backing track originale, à un tempo un petit peu plus réduit pour commencer. Et maintenant, au tempo original. Et vous voyez, c'est pour ça que moi je trouve que ce solo est super intéressant à étudier et à apprendre, parce que depuis le début, là, on n'a pas une seule fois parlé des notes qu'on joue. On a juste pensé aux formes mélodiques, au rythme, à la répétition, et tous ces aspects-là, c'est des choses que vous pouvez entendre dans n'importe quel morceau sans avoir besoin d'avoir de connaissances théoriques, et pourtant ça contribue quand même grandement à la sonorité de ce solo, et du style de Nirvana en général. En vrai, il y aura encore plein d'autres choses à dire sur ce solo. Entre le choix des notes, le placement rythmique, la répétition à la fin qui ne fait que retarder la résolution finale, etc., etc. On pourra en parler pendant des heures. Mais moi, je suis là pour vous apprendre le solo. Je vous ai montré toutes les parties de ce solo, donc laissez-moi vous montrer l'ensemble, du début jusqu'à la fin, au tempo original. Ça donne ceci. Et voilà, c'est la fin de ce cours sur le solo de Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Un solo que je trouve toujours aussi cool à jouer, même si ça fait plus de 20 ans que je le connais, je l'adore. Si vous aussi vous avez aimé ça, laissez-moi un petit commentaire. Dites-moi s'il y a d'autres solos de Nirvana que vous aimeriez apprendre. Il y en a quelques-uns qui sont intéressants quand même à étudier. Et puis bien sûr, profitez-en pour mettre un petit pouce et un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Je vous vois très bientôt sur tabsracoustic.com pour d'autres cours de guitare en vidéo.